Bonjour, bienvenue dans la série Science or Not Science. Donc nous allons continuer sur des exemples de ce qu'il ne faut pas faire lorsque l'on essaye d'imaginer des théories ou des choses de ce genre, et les erreurs qui peuvent être commises et qui aboutissent à du nawak. Alors parfois on entend une phrase comme « Ah mais j'ai prouvé que la relativité est fausse », parce que la simultanéité n'est pas relative, comme le dit la relativité, mais absolue. Et voici le raisonnement que j'ai fait, et qui n'avait pas été trouvé par les physiciens jusqu'ici, parce qu'ils négligent la philosophie qui est fondamentale. Alors, avec un tel raisonnement, ils évitent le problème que j'ai signalé, qu'une expérience de pensée ne permet pas de remettre en cause une théorie, pour les raisons que j'avais expliquées. Ici, il se justifie avec d'autres choses, comme la philosophie. Alors, nous l'avons vu dans les précédentes vidéos, la philosophie pure, notamment pendant la Grèce antique, a beaucoup apporté à la science. Mais presque tout ce qui a été dit en physique, et en particulier par Aristote, c'est avéré totalement faux. Que ça soit l'absence d'atomes, que ça soit les corps qui tombent parce qu'ils veulent rejoindre leur lieu naturel, presque toutes les conceptions d'Aristote, basées sur des raisonnements philosophiques, étaient fausses. La science a bouleversé nos connaissances, la physique en particulier, et surtout au XXe siècle, avec la relativité, la mécanique quantique. Et la philosophie a dû s'adapter, a dû suivre pour comprendre et utiliser ses résultats pour comprendre le monde, et pas l'inverse. Alors, beaucoup de ces soi-disant théories de ceux qui remettent en cause ou certaines théories ou qui se basent sur des aspects philosophiques, beaucoup de ces théories comportent des erreurs de raisonnement. Les déductions sont superficielles, les déductions sont superficiellement logiques et philosophiques, mais fausses. D'abord, quand on y regarde bien souvent, ces auteurs qui se réclament de certains raisonnements philosophiques ne connaissent pas réellement la philosophie, en tout cas pas avec autant de profondeur qu'un vrai philosophe de métier. Les raisons pour lesquelles ils sont faux sont multiples. Tout d'abord, ils utilisent une logique issue du bon sens qui vient de la vie courante, la vie au quotidien. Mais ce que nous vivons au quotidien, ce qui est accessible à nos sens, nos yeux, nos ouïes, ce n'est qu'une infime partie du monde. L'infiniment petit, l'infiniment grand, les galaxies, l'univers. Il y a bien plus de choses dans l'univers que dans notre vie au quotidien. Et les phénomènes physiques qui décrivent l'infiniment petit, l'infiniment grand, sont très différentes de la physique du quotidien et obéissent à d'autres logiques. Les mathématiques, d'ailleurs, ne disent pas qu'il existe une logique, mais une infinité de logiques selon les postulats logiques que l'on prend comme point de départ. C'est pourquoi l'expérience est et reste le seul juge de la validité des raisonnements, pas la logique, le bon sens ou la philosophie. Une deuxième raison, c'est que les auteurs de ces idées ont des connaissances mathématiques souvent très très faibles. Pas toujours, mais très souvent. Ils sont incapables de percevoir la richesse des possibilités qu'offrent les descriptions mathématiques des phénomènes ou de la réalité physique. En citant quelques cas, ils pensent être exhaustifs et couvrir tous les possibles. Il faut alors un choix qui leur semble logique et qui l'est si on se limite à ces choix, qui peut l'être si on se limite à ces choix, mais qui est faux parce qu'il y a infiniment plus de possibilités. Pour paraphraser Shakespeare, il disait
Il y a plus de choses sur terre et dans le ciel que n'en rêve ta philosophie. Et c'est bien vrai. Un troisième point, c'est que, bien qu'il se réfère à une certaine logique, leurs raisonnements sont souvent abusifs. Il n'est pas rare d'y trouver des blablabla, donc, blablabla, avec un donc totalement abusif. On se demande comment le début justifie la fin. Un cas fréquent est aussi l'inversion du sens de l'implication. Erreur beaucoup plus fréquente qu'on ne croit, nous en avions déjà parlé plusieurs fois. Alors pour toutes ces raisons, pour les mêmes raisons, le profane n'a pas la capacité de voir ces erreurs, parce qu'il n'a pas les connaissances mathématiques, parce qu'il ne sait pas quelles sont les différentes logiques pour permettre d'appréhender le monde. Pour ces raisons-là, il n'a pas la capacité de voir ces erreurs. Tout ce qu'on peut, c'est lui dire, à condition qu'il l'accepte. En réalité, la seule solution pour le profane qui est confronté à cette difficulté, c'est d'accepter qu'il puisse se tromper, même s'il n'arrive pas à voir pourquoi. Et pour progresser et comprendre pourquoi, étudier la physique, les mathématiques. C'est la seule solution. À ce moment-là, il devient outillé pour peut-être avoir ses propres idées et ses propres développements, en respectant cette fois une approche scientifique, la méthode scientifique. Dans tous les cas qui ont été cités, et dans bien d'autres, on constate souvent que l'auteur, profane ou amateur, a une connaissance très faible, voire totalement absente, des données expérimentales ou de l'observation. Et ils ignorent même que ces données existent. Par exemple, sur l'univers, il existe, grâce aux sondes, aux télescopes en optique, en infrarouge, en rayon X, en ultradio, il existe des tonnes et des tonnes et des tonnes de données, d'informations. On sait beaucoup de choses. Les bases de données contiennent des quantités astronomiques, c'est le cas de le dire, de données. Mais bien souvent, ils l'ignorent. Ils ne les connaissent pas et en plus, ils ignorent qu'il y a toutes ces données. Cela donne une fausse impression, qui vient surtout du fait que leur connaissance, ils l'ont acquise à travers la vulgarisation, qui est superficielle. Ça leur donne l'impression fausse de connaître l'univers aussi bien que les scientifiques. Évidemment, il n'en est rien. Et ils basent leurs idées sur ces fausses impressions et sur de la mauvaise vulgarisation. Et même, je l'ai déjà vu plusieurs fois, en s'inspirant de la science-fiction. Alors, science-fiction, c'est bien, mais ce n'est pas toujours de l'anticipation. Et les créateurs de science-fiction, que ce soit dans des livres ou dans des films, ne se préoccupent pas toujours de réalisme, ni de vouloir prédire l'avenir, mais simplement de raconter une belle histoire. Tout cela conduit ces auteurs, ces amateurs, ces profanes, à avoir des idées pour décrire un univers qui en fait n'existe pas. C'est celui qu'ils ont en tête et qui ne correspond pas à l'univers dans lequel on vit. C'est évidemment une terrible illusion. Tout travail, quel qu'il soit, commence toujours par un travail documentaire très, très important, en quantité. C'est des dizaines de livres, d'articles, des centaines d'articles, des bases de données qu'il va falloir consulter pour obtenir toutes les informations dont on a besoin pour progresser dans ses idées. Ces données, ces informations concernent aussi bien des aspects théoriques que des données expérimentales. Et ça, l'amateur ne le voit pas toujours, parce que la vulgarisation ne le montre pas. Rappelez-vous, je l'avais dit avec la vulgarisation, elle montre les résultats, mais pas l'énorme travail qu'il a fallu pour arriver jusqu'à ces résultats. Alors que ce travail documentaire est absolument indispensable, toujours.
Autre phrase parfois entendue, c'est des phrases comme « Oh, les physiciens ne savent pas ce que c'est que la matière noire, mais moi j'ai une théorie qui l'explique. » Ah, la belle affaire. Bien sûr, il y a encore des choses qu'on ne sait pas. Il y en a beaucoup. Heureusement, on sera au chômage. Et puis c'est tellement gai et tellement merveilleux de découvrir des choses. Pour ça, il faut qu'il y ait des choses qu'on ne connaisse pas. Mais les théories sur la matière noire, ou sur d'autres choses, hein, sur l'énergie noire, sur les trous noirs, que sais-je, des théories, on en a à la pelle. On en a plein. Des dizaines et des dizaines. Sur l'origine de l'univers, sur ce qui a éventuellement précédé le Big Bang. Des théories, on en a des tonnes. On pourra en faire des longues listes. Certaines sont très sérieuses, basées sur les théories connues et validées. D'autres sont basées sur des théories plus spéculatives venant des théories de gravité quantique. Ou d'autres sont spéculatives tout court, font un certain nombre d'hypothèses. D'autres sont même parfois de simples rêveries, du genre « et si ». Donc des théories, pour tout, y compris pour la matière noire, on en a plein. Alors vous avez une théorie qui explique la matière noire? Ah ben d'accord, allez, faites la queue. Hein. Il y en a 50 devant vous qui attendent, parce qu'ils ont aussi une théorie qui explique la matière noire. Ce dont on a besoin, c'est pas des théories, enfin, on en a besoin bien sûr, mais il arrive un moment où il faut dire, ok, on a probablement tout couvert, ou presque, ou tout, peut-être bien tout. Maintenant, il faut quand même essayer de progresser autrement. Et ce qu'on a besoin, ce sont des données issues d'expérience, de l'observation. Pour la matière noire en particulier, ces données s'accumulent de plus en plus et on progresse. Récemment, ça reste à confirmer, on a découvert une petite galaxie sans matière noire, ce qui a beaucoup surpris. Ça invalide certaines théories sur la matière noire, ça en favorise d'autres. Avec toutes les données qu'on a déjà, on progresse petit à petit et on finira bien par comprendre les derniers détails et à faire tomber les derniers bastions qui protègent ce mystère. Mais ce dont on a besoin, c'est ça. Ce sont des observations, des théories, des données issues d'expériences et de l'observation des données précises qui permettent de trancher. Notons que les théories et les idées, c'est souvent le plus facile. Ah oui, bien sûr, il y a les maths. Hein, les amateurs n'en font pas souvent. Mais quand on fait des théories sérieuses, bien sûr, il y a un arsenal mathématique derrière. Les mathématiques ne sont pas toujours faciles. Mais en dehors de l'aspect mathématique, qui peut être très ardu, l'aspect physique, les idées, les concepts, c'est ce qu'il y a de plus facile. Alors que ce n'est pas toujours le plus juste. Hein. Parfois, on crée des théories qui s'avèrent fausses. Mais ce n'est pas si difficile que ça à imaginer, à avoir des idées. Donc, quand un amateur vient en disant « Moi j'ai une idée, c'est formidable, ce que j'ai découvert », ben, en fait, tu ne fais pas grand-chose. Hein. Le plus dur, bien souvent, il y a l'aspect mathématique. Le plus dur, c'est souvent aussi l'observation, l'expérimentation. On en a besoin, c'est ça la physique. La physique, c'est des expériences, des résultats expérimentaux. Donc, matière noire, place à ces messieurs en blouse blanche qui vont continuer à nous fournir des informations qui nous permettront peut-être de comprendre. Parfois, on entend aussi des phrases comme « Regardez, j'ai trouvé et ma logique est irréfutable ». Alors, bon, on l'a vu, hein, quelle logique? Il y en a beaucoup. Est-ce que c'est vraiment irréfutable? Et surtout, pourquoi insister là-dessus? Pourquoi devoir dire « Regardez, c'est irréfutable ». Pourquoi devoir insister là-dessus? Si c'est bien écrit, rigoureux, irréfutable, n'importe quel spécialiste qui va le lire va le constater. Et dire, voilà un beau travail, bien rigoureux et irréfutable. En général, quand on doit insister sur ce point, c'est qu'on n'en est pas sûr. Et qu'on essaie de convaincre sans que d'autres doivent vérifier. C'est involontaire, hein, souvent. C'est une réaction bien humaine. Notons que la logique mathématique
la discipline en mathématiques appelée logique, c'est une discipline relativement complexe. Et que la logique pure, et beaucoup de profanes surestiment leur propre logique. Ce qu'ils pensent être logique est souvent très brouillon. On utilise rarement tout l'arsenal de la logique formelle en physique. Mais c'est pas mal de l'étudier une fois, d'abord parce que c'est assez plaisant. Quand on aime la physique, on doit aimer les mathématiques, et quand on aime les mathématiques, en général, tout ce qui est logique formelle est assez sympa à étudier. Et ça permet, justement, de vraiment comprendre ce que signifie logique. C'est utile. Parfois, certains disent que la logique pure, il faut qu'on entende ce qu'on entend par pure, hein, mais la logique pure permettrait de tout trouver, de tout comprendre, sans devoir même faire des expériences. On en revient là un peu à l'idéal de la philosophie pure des anciens Grecs, qui n'a pas donné grand-chose de valable, en physique du moins. Et là, ils se rabattent plutôt sur le raisonnement logique. Mais les Grecs aussi ont fait les raisonnements logiques. Rappelez-vous Aristote et ses syllogismes. Un beau progrès. Et on pourrait également arriver à tout comprendre ainsi, sans même connaître l'état de l'art, de la science tel qu'il est. C'est presque un aveu excusez-moi, hein, de fainéantise. Hein. Ça veut dire quoi ça? On n'a pas envie d'ouvrir un bouquin pour voir comment ça fonctionne, comment c'est fait. Il faut quand même avoir le courage de lire un peu. Hein. C'est utile. Étudier n'est pas à déshonneur, c'est même pas désagréable. Si on aime la physique, si on aime la logique et donc les mathématiques, alors étudier est un plaisir. Mais croire que l'on peut tout construire à partir de la logique pure est archi faux. Toutes les théories validées, actuelles, je ne parle même pas des autres, les théories validées sont logiquement cohérentes. Elles peuvent être démontrées consistantes, en particulier pour les plus simples. Tout ce qui est calcul vectoriel et tensoriel est démontré consistant en mathématiques, et on peut construire entièrement, par exemple, la relativité sur le calcul vectoriel. Et elles sont en plus des théories, bien sûr, très très rigoureuses. Les théories validées ont été refondues, remaniées, de façon à avoir des théories d'une solidité inébranlable. Pourtant, nous le savons, la théorie de Newton a un certain domaine de validité, et elle est incompatible, dans certains domaines, avec la relativité restreinte, avec la relativité générale, avec la mécanique quantique. Alors que toutes sont parfaitement logiques. Et pourtant, elles sont incompatibles, elles se contredisent sur certains points. Voilà pourquoi la logique ne permet pas, à elle seule, de construire les théories. Parce que dans ce cas-là, on ne pourrait pas aboutir à des théories qui disent blanc et noir. On aboutirait qu'à une seule possibilité. Donc la logique ne suffit pas, et c'est l'expérience qui doit dire ce qui est bon. Le monde n'est pas fait que de raison pure. Le monde doit aussi nous dire ce qui est réel, ce qui marche. Et d'ailleurs, toutes les théories mathématiques, et même la logique, sont basées sur un certain nombre de postulats. Comme je l'ai dit, il y a plusieurs logiques possibles. On parle par exemple de logique quantique et de bien d'autres formes de logique. Et les postulats à partir desquels on construit la logique, il n'y a rien qui a priori impose tel ou tel postulat. Donc il faut bien qu'il y ait autre chose qui intervienne, notamment les résultats expérimentaux, qui disent si le phénomène obéisse à une logique orthodoxe, une logique quantique ou encore une autre.
Donc la logique est absolument indispensable. Évidemment, sur raison de travers, ça ne va pas. Elle est indispensable, mais elle est insuffisante. Voilà, alors nous continuerons avec encore d'autres exemples dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.